Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Ici Adrien et aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de psychologie d'investisseur et de finances personnelles. En appliquant les principes que je vais vous montrer aujourd'hui, en termes d'intelligence financière, vous serez nettement au-dessus que environ 99% des gens. On va commencer tout de suite par une petite anecdote. Donc en fait, quand j'étais plus jeune, je devais avoir 13-14 ans, je me suis fait inviter par mon meilleur pote de l'époque dans sa maison de vacances. Donc il m'a dit viens et tout, ça va être chouette, on est parti en mois de juillet et tout. Ok, top. Et puis en fait, donc sa maison de vacances, c'était une putain de baraque à Ibiza. Vraiment un lieu paradisiaque, comme vous pouvez le voir sur cette image. Vraiment grande piscine, un endroit idyllique, vraiment des palmiers, des parasols blancs, exactement comme dans l'image en fait. Et je n'en revenais pas, j'étais choqué. Je me disais putain, c'est le genre de villa que j'avais vu dans un clip de David Guetta. On passe des bêtes de vacances, on s'amuse, c'est l'été, on va chercher des meufs à la plage. Bref, une vie d'ado, une vie de vacances. Mais au fond de moi, en fait, je peux pas m'empêcher de me poser la question. Je me disais, mais qu'est-ce qui fait le daron de mon pote dans la vie? Enfin, il doit bosser comme un malade. Je rappelle qu'à l'époque, je croyais réellement que le seul moyen d'être heureux dans la vie et de faire de l'argent, c'était de suivre vraiment le chemin habituel, entre guillemets. Donc, c'est-à-dire faire des études, avoir un diplôme, travailler dans une grande entreprise, gravir les échelons, avoir une vie de famille, mettre un peu d'argent de côté, etc. Je pensais vraiment que c'était ça la vision qu'il fallait viser et je pensais que le seul moyen de devenir riche, c'était de devenir le PDG d'une entreprise et de se la buter au travail, quoi, tout simplement. Donc en fait, je pensais vraiment que le daron de mon pote, il avait ce genre de lifestyle en fait. Mais non, quand je le voyais dans la maison d'Ibiza, il se la coulait douce. Il n'y avait pas une seule pièce dans cette grande baraque où il y avait par exemple un bureau, des piles de dossiers, des ordinateurs, absolument pas. Et le père de mon pote justement, il vivait là-bas à l'année. Il se la coulait douce toute l'année. Je me disais mais c'est pas possible, il a eu un héritage, enfin comment c'est possible? Encore une fois, à l'époque, j'avais pas du tout conscience du monde de l'investissement, du monde de la liberté financière. Pour moi, c'était tellement loin, je n'y croyais pas. Et d'ailleurs, le premier débile que je voyais sur YouTube qui disait deviens riche en 5 minutes, fais ci, ça sans effort et tu vas devenir riche, je leur pissais à la gueule. Je leur pissais à la gueule. Enfin bref, un jour ça me tracasse tellement que je vais vers lui. Et je lui dis bon, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ça m'intéresse de savoir. Et puis il me dit bah écoute, dans la vie je travaille pas. Je dis mais comment ça tu travailles pas? Les murs et tout ça, c'est pas en carton, je veux dire, la maison. Comment ça se fait que tu travailles pas? Et il me dit, bah écoute, je travaille pas. Je ne travaille pas. Tous les mois, j'ai de l'argent qui tombe en automatique. Je me la coule douce, tout va bien. Et je lui dis, mais attends, mais c'est impossible ce que tu me racontes. Enfin, Et donc voilà, et comme ça, je creuse le sujet, je lui tire les verres du nez, et au final, il m'explique que voilà, il a fait fortune dans le trading quand il était plus jeune, il a réussi à se constituer un patrimoine, il l'a investi et il a des intérêts qui tombent tous les mois. Deux, trois fois par an, il fait un move stratégique, il change quelque chose voilà, dans son portefeuille. Enfin bref, il m'explique un peu ce langage que je comprends absolument pas, mais au final j'y crois. Et putain, mais la prise de conscience de malade que j'ai prise à l'époque, je veux dire, des prises de conscience comme ça, j'en aurais deux, trois dans ma vie en fait. Je me suis dit, mais tout ce qu'on m'a dit depuis que je suis plus petit, c'est un putain de mensonge. On peut vivre libre, heureux, avec de l'argent qui tombe en automatique. Voilà. Et c'est vraiment les mots qu'il a dit. Il a dit j'ai de l'argent qui tombe en automatique tous les mois. Vous imaginez? J'ai encore ces mots qui résonnent dans ma tête. Bon, sachez que la liberté financière, c'est ce qu'il avait, le daron de mon pote. Et la liberté financière, c'est pas inatteignable, c'est pas une fantaisie, ça existe vraiment. Et depuis ce jour-là où j'ai vu ça de mes propres yeux, et bah c'est ce que je veux atteindre. Et je donnerai tout pour atteindre ce but. Ok donc, c'est cool Adrien, tu m'as raconté ta vie, je suis vraiment ravi pour toi, t'as un pote qui est blindé, super, génial, vraiment. Mais moi, en quoi ça m'aide à améliorer ma vie au final? Eh ben écoutez, on va démarrer tout de suite sur la mentalité d'investisseur. C'est quoi avoir une psychologie d'investisseur? Tout d'abord, l'argent est un outil. L'argent est un jeu. Et soit ce jeu nous maîtrise, soit on est maîtrisé par lui. La différence entre un consommateur et un investisseur,
c'est que le consommateur, donc comme c'est écrit, il voit l'argent comme une ressource, un investisseur voit l'argent comme un outil. Le consommateur, si on va vraiment dans les archétypes, dans l'exagération, un consommateur, il est salarié. Peut-être que vous le savez déjà, mais avec le salariat vient toujours une notion de dépendance. Le salarié échange son temps contre de l'argent. Par conséquent, il est obligatoirement limité par le nombre d'heures qu'il va pouvoir donner par jour, par semaine, par mois. Ok. Un investisseur, lui, il utilise le temps, il utilise l'argent pour que ça travaille pour lui et que ça joue en sa faveur. Le but, c'est toujours de gagner du temps et de l'argent. En fait, là où la majorité des gens se gourrent, c'est qu'ils pensent que la seule ressource, c'est l'argent. Mais pas du tout. Il y a deux grandes ressources. Il y a le temps et l'argent. Si vous avez beaucoup de temps, mais pas d'argent, vous n'allez pas aller bien loin. Et si vous avez beaucoup d'argent, mais pas beaucoup de temps, bah c'est pareil. Et si vous avez ni l'un ni l'autre, bah écoutez, j'aimerais vous dire que vous êtes dans la merde. Voilà. Une notion très importante de l'investisseur, c'est d'abord, avant d'investir, avant de leverager le temps et l'argent, avant toute chose, il contrôle ses dépenses. Pour gagner de l'argent sans sacrifier son temps, la première étape, c'est d'arrêter de perdre de l'argent. Bon, on est d'accord qu'en France, on se fait quand même bien enculer par les impôts. Mais malheureusement, légalement, on ne peut rien y faire. C'est comme ça. Il me semble qu'en dessous des 10 000 balles par mois, c'est impossible d'optimiser ses impôts. Ça veut dire que quand même, ça existe. Mais ça ne nous concerne pas. On ne gagne pas 10 000 balles par mois. Enfin, je ne vous connais pas, donc je ne peux pas savoir. Mais vous voyez l'idée. Quand je pense à arrêter de perdre de l'argent, je pense surtout à toutes ces choses qu'on vous fait acheter en vous manipulant. En fait, ce que j'aimerais vous transmettre aussi aujourd'hui, c'est que dans la consommation, il y a toute une dimension sociale. En fait, votre besoin d'appartenance à un groupe influence fortement votre comportement, vos idéologies, vos valeurs, vos idées et aussi vos achats. Exemple, vous êtes une jeune femme active, 20-25 ans, et vous adorez le fitness. Devinez quoi? Vos achats seront fortement influencés par votre groupe de référence. Vous allez acheter certains types de leggings, certaines marques de pancakes protéinés, enfin voilà. Un autre exemple, vous êtes un adolescent, vous vivez dans des quartiers populaires, vous êtes un fils d'immigrés et vous êtes passionné par le rap. Qu'est-ce que vous allez consommer? Comment vous allez vous habiller? Comment vous allez vivre votre lifestyle? Et bien très sûrement comme votre groupe de référence. Vous allez sûrement acheter certaines paires de Nike, une sacoche Fendi, une certaine casquette d'une certaine marque. Donc en fait, pour éviter de perdre de l'argent, il faut que vous compreniez un petit peu à quel groupe de référence vous appartenez. Et si vous ressentez une pression d'achat trop élevée pour tenir un certain lifestyle, mais au final que ça ne vous rapporte pas grand-chose, je vous recommande fortement de vous en détacher et d'utiliser ce budget autrement. Par exemple, au lieu de vous acheter cette énième paire de Nike alors que vous en avez 6, pour suivre une mode, et bah juste arrêtez, déconnectez-vous et utilisez cet argent autrement pour investir par exemple. Un autre type de dépense inutile, ça peut être par exemple les petits besoins excessifs. Ça peut être notamment un dessert au restaurant. Vous avez acheté un gros plat, vous êtes full. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de dépenser encore 6 à 10 balles dans un dessert? Pas vraiment en fait. Ça peut être les sorties excessives. Je ne sais pas si vous êtes quelqu'un qui sort beaucoup, qui ont besoin d'un lifestyle un peu extrême de sortir tous les week-ends, et bah ça c'est mauvais pour vous et c'est mauvais pour votre porte-monnaie aussi. Ça peut être par exemple aussi un achat compulsif, comme un truc que vous avez repéré sur internet, dont vous pensez que vous en avez absolument besoin, mais en fait non. Par exemple, je m'en souviens, moi j'avais vu un maillot de bain qui change de couleur, qui coûtait 40 balles, je l'avais repéré sur Instagram, et je me disais putain il me le faut trop bordel, il me le faut trop. Et puis après coup je me disais mais est-ce que ça vaut vraiment le coup que je m'achète un maillot de bain qui change de couleur pour 40 euros? Est-ce que là j'aurais pas besoin de ces 40 euros pour les investir sur moi-même ou pour potentiellement faire autre chose avec? Est-ce que, en plus j'ai déjà des maillots de bain, pourquoi je devrais acheter ça? C'est juste qu'en fait c'est des achats, pardon, c'est des achats compulsifs, on ne peut pas les contrôler. C'est comme par exemple, vous rentrez des cours et vous avez un besoin de sucre absolument immense. Et vous dites, ok, au prochain supermarché, je m'arrête et je prends un Kinder Bueno parce que là, j'ai trop envie d'un Kinder Bueno. Non, non, c'est con, c'est con. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moins plus vous avez de dépendance envers ces petits besoins compulsifs, moins vous gérez bien votre argent et plus vous courez après l'argent en fait. Plus vous êtes dans un statut de consommateur.
Un autre exemple, c'est on est samedi, vous êtes en ville et vous arrêtez au McDo parce que vous sentez l'odeur de frites. Non, non, vous venez de manger il y a 1 heure et demie. Vous avez vraiment besoin de vous payer une frite au McDo? Enfin bref, je ferme la parenthèse. En ce qui concerne donc limiter ses dépenses, moi ce que j'avais fait il n'y a pas très longtemps, c'est le mode zéro. Alors j'ai fait ça il y a 1 an quand j'étais en stage. C'était au début de la période Covid. Et en fait, j'avais pas vraiment le choix, hein. C'était une époque où tout ce que j'avais besoin de faire, c'était bosser, manger, dormir. Mes potes et ma copine, je les voyais un peu le week-end. Mais toute la semaine, j'achetais le minimum pour survivre. J'achetais vraiment du riz et des œufs. Voilà, c'est tout ce que je mangeais. Et en fait, ce que ça m'a permis de faire, c'est de mettre tout l'argent que je gagnais avec mon stage, j'ai pu le mettre de côté. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en optimisant ce qu'on a déjà, on peut déjà améliorer sa vie grandement. Là, ce que vous voyez, le petit graphique, c'est si on limite énormément ses dépenses, vous allez voir un changement radical dans votre PNL, Profit and Loss, vos gains et vos pertes. Vous allez voir qu'à la fin du mois, bah, évidemment, vous avez beaucoup plus d'argent. Vous faites ça mois après mois, vous constituez déjà un petit patrimoine. Au final, ce que le mode zéro m'a réellement apporté, c'était pas forcément un petit capital. Ça, c'était la cerise sur le gâteau. Ce que ça m'a vraiment apporté, c'est de pouvoir me gérer, contrôler mes dépenses, avoir un lifestyle plus sain, plus tranquille, plus simple, où je m'étais focus sur mon travail. Et voilà. Et du coup, grâce à cet ensemble de comportements, on va dire, j'ai pu me constituer un petit capital. Je pense que aujourd'hui, si vous êtes dans une période de votre vie où vous devez vous construire un petit capital, où c'est votre objectif, je pense que vous devez passer par le mode zéro. Ce qui nous amène ensuite à l'effet cumulé. Alors maintenant, on va prendre des exemples concrets. J'aimerais que vous imaginiez mettre 10 euros de côté tous les mois. C'est pas grand chose, 10 euros, vous me direz. Maintenant, imaginez avoir fait ça durant les 5 dernières années. Où en seriez-vous aujourd'hui? Eh bien, j'ai fait le calcul. Si vous aviez mis 10 balles de côté tous les mois depuis les 5 dernières années, vous auriez 570 euros sur votre compte en banque. Alors oui, c'est pas énorme, 570 euros, mais 10 balles par mois, ça fait quoi? Ça fait 2-3 balles par semaine. Franchement, on les voit même pas passer. Donc avec cette petite action quotidienne, régulière, vous pouvez déjà vous constituer un patrimoine et ça change absolument rien à votre vie, 3 euros par semaine. Maintenant, imaginons que ces 10 euros par mois que vous auriez économisés, vous les aviez mis sur le Bitcoin depuis 5 ans. Je repose ma question, où en seriez-vous aujourd'hui? Et bien justement, ça tombe bien, j'ai fait le calcul. Si vous aviez fait ça, vous auriez aujourd'hui à peu près 13 000 euros sur votre compte en banque. 13 000 euros. C'est pas le genre d'argent qu'un étudiant possède. C'est le genre d'argent que, je sais pas, un jeune adulte qui commence sous CDI, enfin bref, c'est pas l'argent qu'un étudiant fauché possède en général. Et ben c'est ce que vous pouvez faire aussi avec le monde de la crypto-monnaie. Et cette stratégie d'investissement, d'investir tous les mois le même montant, ça s'appelle le dollar cost averaging. Et on va en parler dans les épisodes précédents. Au final, l'effet cumulé, peu importe l'habitude que vous décidez de mettre en place, il a un effet exponentiel. Maintenant, on va prendre un autre exemple. Est-ce que vous voulez que je vous donne 3 millions d'euros tout de suite ou 50 centimes d'euros qui doublent tous les jours pendant 30 jours? La réponse, évidemment, c'est les 50 centimes qui doublent tous les jours pendant 30 jours. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, l'effet cumulé, le facteur temps plus régularité, bah voilà, on y arrive. La morale à prendre de l'effet cumulé, c'est les petites décisions intelligentes avec le facteur temps et régularité, ça vous donne des résultats radicaux, tout simplement. Et c'est vraiment ça que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui, c'est comme ça qu'un investisseur réfléchit et c'est comme ça qu'on doit réfléchir si on veut obtenir de la liberté financière. Maintenant, ça c'est une petite phrase de monsieur Gary Becker, un prix Nobel en économie. Votre vie est une entreprise et vous devez la traiter comme telle. Pourquoi une entreprise? Parce qu'en fait, une entreprise, c'est comme votre vie en fait. Il y a des ressources qui entrent, il y a des ressources qui sortent, et vous êtes l'intermédiaire. Vous êtes au milieu, vous êtes le décideur. Vous êtes le PDG de votre vie, autrement dit. Et pour traiter votre vie comme une entreprise, il faut réellement comprendre la notion d'actif et de passif. C'est le seul moyen que vous allez réellement pouvoir gérer votre dépense. Et c'est aussi la base de la comptabilité en entreprise. Un actif, c'est quelque chose que vous achetez et qui vous rapporte de l'argent, comme un appartement avec un locataire dedans,
des métaux précieux, une action, un placement en crypto par exemple. Un actif, ça s'achète aussi avec du temps. Donc votre travail par exemple est un actif. Maintenant, un passif, eh ben, c'est l'inverse de l'actif. C'est quelque chose que vous achetez et qui vous fait perdre de l'argent. Ça peut être une télé, un iPhone, une voiture, de la nourriture par exemple. Il y a certains passifs par contre qui peuvent être considérés comme des actifs. La voiture par exemple peut être considérée comme un outil de travail. Par exemple, le mec qui va réparer votre chauffage, son travail c'est sa camionnette. Sans sa camionnette, il ne peut pas amener le matos et il ne peut pas réparer votre chauffage. Et la femme de ménage par exemple, ça peut aussi être considéré comme un actif. Parce que justement, vous allez pouvoir lui déléguer toutes les tâches de la maison et libérer un temps considérable pour vous. Donc au final, si votre temps c'est de l'argent, bah, elle vous fait gagner de l'argent au final, la femme de ménage. Vous savez, là où la plupart des gens se plantent, c'est quand ils pensent qu'une maison est un actif parce que c'est de l'immobilier, donc ça peut monter tous les ans, donc non. Très très mauvaise analyse. Votre maison, c'est un gouffre à fric. C'est tout simple, c'est un putain de gouffre à fric. Si vous avez 1 million d'euros, investissez-le, trouvez un rendement à 10% par an, ce qui est totalement possible dans la crypto. J'ai fait le calcul, donc 10% de 1 million, ça fait 100 000 balles. Divisé sur une année, ça fait 8300 balles par mois. Vous pouvez allouer la moitié de ces 8300 balles dans un appartement ou une maison. Et devinez quoi, c'est pas vous qui allez payer les travaux. Vous pouvez déménager quand vous voulez. Et en plus, c'est beaucoup moins cher pour votre porte-monnaie. Je vous recommande fortement de faire une analyse de votre situation. Donc vous allez sur Excel, tout simplement, vous faites un petit tableau. Là, ici, vous avez la colonne des passifs. Là, la colonne des actifs. Vos montants, vos totaux et la PNL. La PNL, c'est encore une fois Profit and Loss, les gains et les pertes. Et ça se compte en pourcentage. Donc les gars, mettez en pause, faites-le, c'est hyper rapide. Ou alors si vous n'avez pas les données sous les yeux, faites-le un peu plus tard. Mais c'est super important parce qu'un PDG d'entreprise ne prend jamais de décision sans avoir de données concrètes. Une fois que cet exercice sera fait, vous allez distribuer vos revenus. Alors c'est quoi la distribution de vos revenus? C'est allouer un certain pourcentage de vos ressources financières à certaines choses et ça va vous permettre d'évoluer, ça va vous amener du résultat dans votre vie. Même un étudiant fauché qui gagne 500 balles par mois, ou moins d'ailleurs, 200, 300, peut allouer ses ressources stratégiquement. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors, vous n'êtes pas obligé de suivre l'exact pourcentage, c'est juste pour vous donner un peu une vue globale du truc. Vous allez dépenser 60% de vos revenus dans des dépenses nécessaires. Nourriture, chauffage, loyer, électricité, eau, toutes les dépenses en fait qui vont vous permettre de vivre. J'ai mis les dépenses plaisir dans les dépenses nécessaires parce que c'est quelque chose que vous devez jauger. Ça dépend vraiment de chacun, ça dépend du lifestyle que vous vivez, ça dépend de plein de choses. Donc voilà, 60% de vos revenus par là-dedans. Maintenant, le truc le plus important que vous devez retenir de ce graphique, c'est que vous allez allouer 10% de vos revenus à une épargne long terme. Alors, je ne vais pas du tout vous recommander dans cette formation de faire confiance aux banques et à l'État. On va en parler dans l'épisode suivant. Mais par contre là, c'est l'exception qui confirme la règle. Vous allez créer un compte en banque et tous les mois, vous allez mettre 10% de vos revenus là-dedans. Cette épargne long terme n'est pas un placement financier. Non, non, non. L'argent doit être mobilisable à tout moment. Donc vous l'avez sur un compte, vous l'avez sur une carte. C'est votre roue de secours en cas de pépin grave. Et c'est votre priorité tous les mois de remplir cette épargne long terme. Excusez-moi les gars, je suis allé un tout petit peu vite dans mes explications, donc je vous refais ce passage. Quand vous avez 6 mois de salaire dans une épargne long terme, dans une épargne de sécurité, soudainement vous êtes beaucoup plus serein. Vous savez que vous pouvez vous faire virer, il n'y a pas de problème, vous avez assez d'argent pour amortir la chute. Vous savez que si votre mère tombe malade, au final, c'est pas si grave. En fait, vous savez que vous avez une sécurité derrière vous et ça va vraiment développer votre sérénité. Surtout dans l'époque de taré dans laquelle on vit où d'une année à l'autre il peut se passer un truc de ouf. Je veux dire, ça fait vraiment du bien à l'esprit de savoir qu'on a une sécurité. Comme ça, si jamais il y a un virus qui se ramène, tout le monde se transforme en zombie. Enfin bref, imaginez un scénario apocalyptique. Imaginez si vous avez cette sécurité en plus. Imaginez. Franchement, ça vaut le coup. Moi, depuis que je l'ai, cette sécurité, putain, je me sens vraiment bien. On continue. Vous allez allouer 20% de votre revenu à votre liberté financière.
Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de suivre les exacts pourcentages. Mais moi, je pars du principe que vous êtes jeune, vous avez envie de faire de la thune. Donc, putain, il faut mettre les ressources, il faut y aller à fond. Donc, 20%, si vous gagnez 1000 balles par mois, ça fait 200 balles par mois. Donc, 200 balles par mois, c'est quand même pas mal. Vous allez faire des placements en crypto, on va voir ensemble dans la formation. Vous allez faire d'autres placements, vous allez vous intéresser au monde de la finance et ces 20%, ce sera que des investissements. Ensuite, 10% de vos revenus dans votre développement personnel. Les gars, on a vu que la ressource, enfin les deux grandes ressources étaient le temps et l'argent, mais sans la connaissance, le savoir est une arme, d'après vos rappeurs préférés, d'accord? Le savoir est une arme. La connaissance, vous n'allez pas faire grand-chose de votre temps et de votre argent si vous n'avez pas la connaissance qui va avec. Investissez sur vous-même. Investissez, c'est bien que vous soyez dans cette formation, honnêtement, je vous félicite. Vous investissez sur vous-même et vous vous formez sur un sujet qui potentiellement vous passionne. Faites du sport, je sais pas moi, trouvez votre voie dans la vie. Bon, je m'égare un peu du sujet, mais en fait, on sous-estime trop l'importance d'investir sur soi-même. Et sachez que épargne long terme, plus liberté financière, plus développement personnel, c'est plus qu'une question de temps avant que vous réussissiez votre vie, putain. J'aimerais que ce soit vraiment clair dans votre tête. Ok les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. On va faire un petit recap. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je sais, c'est un sujet un peu lourd, mais disons que c'est la base de vos finances personnelles. J'espère que j'aurais pu vous transmettre des choses. Moi, c'est que des choses que j'ai appliquées dans ma vie et c'est des choses qui m'ont apporté du résultat. Donc je me dis, putain, pourquoi pas les partager en fait? Pourquoi ne pas être dans une société où on partage des choses et où chacun bénéficie des compétences des autres, bordel de merde? Voilà, c'est ça ma vision des choses en fait. Dans cet épisode, on aura vu que l'argent est un outil, le salariat c'est la merde, ne soyez surtout pas salarié, soyez plutôt un investisseur. On a vu l'importance de contrôler ses dépenses, le pouvoir de l'effet cumulé. Je vous invite fortement donc du coup à faire votre audit personnel et votre distribution des ressources. C'est vraiment la base en fait de vos finances personnelles. Donc voilà les gars, j'espère que vous aurez kiffé. On se retrouve dans le prochain épisode.